Donc cet acte de clôture du colloque Migration, vous l'avez vu toute la journée, on a abordé des sujets complexes. On a débattu ensemble des migrations sur le temps long à l'échelle de la planète. On a parlé politique migratoire. On est remonté à des centaines de milliers d'années quand même. Et ce dialogue conclusif, je suis ravie de pouvoir le faire avec deux artistes que nous présentons dans l'exposition Wax, parce que c'est aussi important d'avoir la parole des artistes, d'avoir la sensibilité exprimée à travers leurs œuvres sur ces questions migratoires. Donc je suis ravie d'accueillir ce soir Justine So. Bonsoir. Alors Justine, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes journaliste depuis une quinzaine d'années. Vous travaillez actuellement pour la télévision belge à Bruxelles, où vous êtes née, où vous avez grandi. Vous êtes diplômée en journalisme et vous avez également, et c'est intéressant je trouve pour le débat qui nous occupe aujourd'hui, un certificat interuniversitaire en, je cite, migration, diversité ethnique et relations interculturelles. François Gemel était un de mes professeurs. Ah ben voilà, la boucle est bouclée. Donc c'est intéressant aussi de vous avoir avec ce prisme-là. Vous êtes passionné de littérature, de mise en scène, de scénario et de dessin. Et vous avez toujours rêvé de devenir autrice. Ça y est, c'est fait. Ouais. Puisque vous venez de publier, et je la montre, cette BD Wax Paradox qui sort aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça, elle est aujourd'hui, disponible en librairie depuis aujourd'hui. Donc chez Bayard Graphique, Wax Paradox qui accompagne en fait aussi notre exposition Wax et qui est une bande dessinée assez personnelle, mais vous nous en parlerez. Et on va évoquer un petit peu ce qu'il y a dans cette BD. À côté de vous, Thandiwe Moriou. Merci d'être là. Alors, je précise, Thandiwe n'est pas francophone. Donc, merci à May d'assurer la traduction pour nous. Je vais essayer de parler plus doucement, pardon. Pour avoir le temps de faire les traductions. Thandiwe Moriou, vous êtes né à Nairobi, au Kenya, où vous vivez toujours. Et vous explorez à travers vos photographies les thèmes de l'identité, de la culture et de l'émancipation féminine. On a beaucoup parlé de l'égalité homme-femme aussi aujourd'hui dans ces débats migration. Vous évoluez dans l'univers de la photographie publicitaire d'abord, un milieu largement dominé par les hommes au Kenya. Et vous vous confrontez très tôt aux attentes sociétales imposées aux femmes. Et c'est cette expérience qui a inspiré votre travail photographique intitulé Camo, et ce travail alors haut en couleur qui célèbre vraiment l'art des coiffures traditionnelles et détourne avec ingéniosité des objets du quotidien, mais en lumière aussi la diversité et la richesse des tissus et notamment des wax. Et vous avez à travers ces œuvres extrêmement puissantes visuellement questionner aussi l'utilisation de ce tissu. Dans l'exposition Wax, nous présentons deux de vos photographies et vous avez exposé en 2021 déjà à la 193 Galerie à Paris et vous avez actuellement une exposition personnelle à New York, I Am Because We Are. Alors, toutes les deux, dans vos œuvres respectives, vous utilisez du wax de manière très très différente. Et cette exposition, vous l'avez peut-être vue, on retrace à la fois l'histoire du wax, une histoire extrêmement complexe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce tissu, en quelques mots, je vous résume, c'est un tissu qui en fait a été imaginé, inventé, créé, produit aux Pays-Bas à l'origine pour le marché asiatique, pour l'Indonésie. Il se trouve que ce tissu n'a absolument pas pris en Indonésie, ils n'en ont pas voulu. C'était à l'origine pour concurrencer le batik indonésien. Et finalement, ce tissu s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Et c'est là qu'il a connu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est aussi comme ça qu'il est revenu ensuite en Europe et qu'on l'a, j'ai envie de dire, quasiment tous aujourd'hui dans nos vestiaires, ce tissu.
Et dans l'exposition, on est, vous l'aurez compris, je pense, à la fin de cette journée, on n'est pas un musée de beaux-arts, on est un musée anthropologique où on parle de questions de société. Et donc, on voulait interroger la place de ce tissu dans son histoire coloniale aussi, dans son rapport à l'Afrique et dans sa réappropriation aussi par le continent européen aujourd'hui. Donc, c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans l'exposition. Alors, j'aimerais vous poser des questions. Tandiwe, je vais commencer avec vous. Vous habitez en Afrique, vous habitez au Kenya, et donc j'aimerais juste que vous nous expliquiez, pour vous, qu'est-ce que c'est le wax et quel est le rapport que vous avez avec ce tissu? Good evening, everyone. It's interesting, living in Kenya, I always associated wax with something old and outdated when I was younger. But as I've grown older and as I've studied the cloth, I began to realize that it was a symbol of my Africanness, a global symbol of what it generally means to be an African on the continent. Alors c'est intéressant parce que au Kenya, initialement, je voyais le tissu wax comme quelque chose de vieux. Mais une fois que j'ai commencé à l'étudier, j'ai commencé à le considérer comme un symbole de mon africanité et même de façon globale de l'africanité en général. So it was something I saw my older aunties, my grandmother wearing, something I knew I would wear when I was an old auntie or a grandmother. But the more I got to know the textile, the more I realized the importance of wearing it even at a young age. And I realized that it didn't have to be something I wore like my grandparents, but it needed to be something I modified and wore for myself because it was important to know the textile history of where I come from. A textile is a language, it's a record book of history. I come from a culture that is generally an oral culture. We didn't write things down, but we used a lot of symbols, and there was other ways we preserved our identity, and this was one of them. Étant plus jeune, je voyais beaucoup mes tantes ou mes grands-mères le porter et ne considérais le wax que comme un tissu que j'allais porter à ce moment-là dans ma vie. Mais à force, j'ai considéré que peut-être je pouvais modifier ma relation à ce tissu et le porter moi-même. C'était aussi important de le porter pour pouvoir en connaître son histoire, puisqu'il incarne si bien l'histoire de mon pays par ses motifs et par ses couleurs. I think lastly, with this textile, I realized it was a form of expression and empowerment for women as well. Usually it's a woman who selects a fabric and then she'll make an outfit for her husband and her children, and a whole family is dressed in this textile that a woman handpicked for them. And so it was a way women expressed themselves outside of their homes. Personally, they expressed their style, their preferences, but it also became, it's this cloth that celebrates womanhood, but also allows women to be empowered to speak to their community. Et enfin, le wax est aussi pour moi une forme d'expression de la féminité, mais aussi de la force et du pouvoir que peuvent s'octroyer les femmes. Notamment, par exemple, le wax va être choisi par une femme pour l'intégralité de sa famille. Donc il a une manière pour elle d'avoir une place très importante dans la société, mais aussi dans son cadre familial. Ça lui permet d'exprimer son style, mais ça célèbre essentiellement le pouvoir d'une femme dans la société kenyane. Merci Tandiwe. Justine, j'ai envie de vous poser la même question, sachant que vous vivez à Bruxelles. Donc, finalement, quel est votre rapport à ce wax? Moi, c'est très différent de Tandiwe parce que mon rapport au wax, il a commencé en faisant la BD que vous avez sur vos genoux, parce que je suis l'exemple type d'une personne donc perçue, désignée comme afrodescendante, mais née en Occident et en grandi en Occident. Et donc j'ai grandi très très loin des femmes qui auraient pu m'initier à ce tissu, donc mes tantes en fait, les sœurs de mon père ou ma grand-mère. Et donc le wax, je le percevais de loin, je le voyais dans les vitrines, je le voyais apparaître à la une de l'actualité parce que voilà, il est
concerné par des controverses et par des polémiques aussi. Et voilà, je lisais ça, je laissais passer ça. Et donc, quand j'ai commencé la BD, j'ai dû entamer un important travail de recherche. Donc là, j'en profite pour saluer le travail d'Anne-Marie Boutiot, qui est une anthropologue et historienne de l'art belge, qui a pas mal écrit à ce sujet et ça m'a beaucoup servi. Et puis Anne Grosfilet, dont les livres sont dans votre librairie du musée. Et puis j'ai procédé à des interviews, donc parce qu'en fait, moi, je manquais de ressources intérieures pour pouvoir parler du wax. Donc, grâce à cette BD, voilà, j'ai commencé à le regarder de près. J'ai découvert en fait la complexité des motifs, la beauté des motifs, de l'association des couleurs, etc. Et ce que j'en retiens, parce que je pense que c'était aussi une question que vous aviez posée à Thandiwe, c'est vraiment cette notion de paradoxe, de contradiction. C'est pour ça qu'on a intitulé la BD comme ça, Wax Paradox. J'ai perçu ce tissu comme... c'est un tissu à la fois, il est à la fois culturel, avec une forte charge identitaire, il est ancré dans des questionnements identitaires, il est à la fois un produit purement commercial, soumis aux règles du capitalisme, dont l'objectif est de générer quand même du profit de manière très désincarnée. Il est à la fois africain, à la fois il ne l'est pas, et il faut pouvoir juste accepter ça, trouver une logique là-dedans, ce qui n'est pas toujours facile. Il est créé par des colons et perçu comme emblématique des personnes dont certaines étaient parfois sous le joug colonial. Donc c'est vraiment très contradictoire. Et tout ça fait que le wax est le wax. Et donc je suis très contente d'avoir entamé ce travail de recherche parce que sinon je serais clairement passée à côté. En vivant à Bruxelles, là où il existe le quartier de Matongué, où il y a plein de boutiques où on vend du wax. Donc voilà. Merci, et c'est intéressant votre approche parce que ça rejoint totalement ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On a beaucoup parlé des migrations humaines, mais on voit bien que en fait, le tissu voyage, les influences, les motifs, les techniques, et que ça participe aussi de la circulation et du métissage finalement qui entre dans toutes nos sociétés. Thandiwe, je montre. Alors, c'est l'affiche de l'exposition, c'est une œuvre de Thandiwe. On voit bien l'importance du tissu, la partie extrêmement visible, colorée. Pourquoi finalement avoir choisi de travailler avec ce tissu sur vos photos? When I began this body of work, I was looking for an identity. I think I was questioning who I was as a woman, but also who I was as an African, and my place in the world, both as a global citizen and as an individual within a specific community. Quand j'ai commencé mon travail photographique, mon premier point était de trouver une forme d'identité, mon identité, premièrement en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste, et au-delà de ça, en tant que femme dans le monde, et ensuite en tant qu'africaine dans le monde. Ironically, I found my identity in a cloth that is not even from my region. To most East Africans, if you ask where the wax textile comes from, they'll say it comes from West Africa. And we see it as a West African cloth, even if it's not an African cloth. But this cloth is a cloth that we all wear, and I think it's a cloth in Kenya we wear when we want to look our best. So a wedding or a political event, it's when you want to present the best version of yourself. And I think that is partly what attracted me to the cloth. I wanted to present the best version of womanhood that I knew. And this cloth became a canvas that I used to begin to ask those questions, a canvas for questioning my community, social norms, my place. Donc il était assez ironique au départ pour moi de m'intéresser à ce tissu, puisqu'il ne venait pas de ma région en Afrique, et bien de l'Afrique de l'Ouest initialement. Mais tout le monde, il est partout, tout le monde en porte, surtout pour des événements importants, quand on a vraiment envie de se présenter du mieux que possible, notamment dans des mariages ou dans des célébrations. Et ça me permettait aussi de présenter donc la femme sous son meilleur jour. Mais aussi, ça m'a permis d'y trouver une forme d'outil de travail assez large pour questionner la place de la femme dans la société,
et la place de la personne africaine, je crois, dans le monde, si c'était ça à la fin. To me, the wax cloth was a cloth of limitless possibilities. If you think about it, it's just a strip of cotton. And then using your imagination, you can decide the colors, you can decide the symbols, you can decide how large or small the scale should be. And that captured my creative attention. It became a cloth where I could be anything I wanted to be. I could say anything I wanted to say. And so it became the root or the foundation of the work that I do. Le wax semblait pour moi être m'offrir une possibilité assez illimitée en termes de création, même si à la base ce n'est qu'un bout de coton. On peut y appliquer des couleurs illimitées, des symboles très divers, des tailles très diverses aussi. Donc ce bout de tissu, au final, me permettait de pouvoir dire ce que je voulais dire, mais aussi d'être qui je voulais être de façon très libre. And lastly, the color. I'm African, we love color. Pas de traduction, on comprend. C'est intéressant parce que vous parlez toutes les deux d'identité en fait à travers ce tissu. Et Justine, quand on lit la BD, on voit que en fait le wax incarne un objet mémoriel très intime pour vous, notamment par rapport à vos racines familiales. Comment vous êtes arrivé à ce constat-là et à en faire finalement cet objet identitaire presque familial ? Mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas tant que ça et que j'ai voulu en faire cette histoire. Parce que donc j'en parle à la fin de la bande dessinée. Moi, je n'ai qu'un wax offert par ma grand-mère, donc Peul de Guinée, il y a 25 ans. Et comme je l'ai expliqué, ayant grandi très loin de ça, elle me l'a offert. Je l'ai trouvé joli et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc je l'ai conservé précieusement dans mon armoire et puis il me suivait de déménagement en déménagement. Et alors c'est un petit problème parce qu'aujourd'hui je ne mets plus la main dessus, mais comme je suis très bordélique, j'ai l'espoir qu'il soit quelque part et j'ai quelques idées. Bon. Mais donc moi j'ai du lépi offert par mon père, donc c'est ce tissu traditionnel guinéen. Voilà, j'ai deux, trois tissus comme ça, mais donc je me suis dit que pour cette bande dessinée, de toute façon, il allait être intéressant de croiser la question identitaire, donc la complexité, si vous voulez, identitaire d'un personnage métissé à la complexité culturelle du wax, qui est au cœur de plusieurs cultures. Je trouvais ça pertinent de croiser les deux. Et pour raconter l'histoire et pour incarner la question de la transmission, j'ai donc pensé à ce tissu qui allait être transmis à une personne qui, en fait, ignore sa signification. Et on se rend compte que petit à petit, en fait, je vous résume, mais donc Sophia, le personnage principal, est amenée à explorer le wax. Elle est un peu mal à l'aise avec ça, on va comprendre pourquoi. Et petit à petit, cette exploration du tissu se mue en exploration d'elle-même et va l'amener à revisiter, repenser ses relations familiales, notamment avec son père, ses racines africaines aussi. J'ai perdu le fil de mes idées, je vais vous dire clairement là. Mais donc, vous me parlez de cette idée mémorielle, mais donc voilà, le tissu joue le rôle de lien, joue le rôle de transmission, et petit à petit, elle va se rendre compte, en apprenant ce qu'est le wax, que son père essaye de lui dire des choses depuis tant d'années, mais qu'il ne parvient pas à utiliser des mots, et donc il use de moyens détournés pour lui montrer son affection. Et je trouvais que le tissu, puisqu'il est chargé de tant de signification, puisqu'il est un langage, puisque des femmes africaines l'ont investi de toute leur culture et le rendent aujourd'hui à tel point vivant, je me suis dit qu'il était un bon outil de communication et donc de transmission. Voilà. Can I add something? Of course. It's interesting you see the wax as, I call it a global cloth, because from my perspective as somebody living in Africa and interacting with the cloth, not from a scientific way, but just living with it, it's very interesting that for me the cloth symbolizes being a global citizen.
how to explain that? In West Africa, the symbols have very important meaning on the cloth. In East Africa, we loved the cloth and we borrowed the cloth, but we didn't take the symbolism. It didn't arrive with the cloth. And so our relationship is different. Alors, donc oui, je vois le tissu donc de façon très globale. Donc surtout en tant qu'Africaine, vivant avec, non pas d'une façon scientifique, vraiment de la façon dont c'est vécu. Le tissu symbolise la globalité, avec l'exemple du fait que ça vient de l'Afrique de l'Ouest, avec tout un symbole, et il a été emprunté par les Africains de l'Est. Mais le symbole qui mettait les Africains de l'Ouest n'a pas survécu, disons, la transmission en Afrique de l'Est. Il y a eu un autre symbole qui est arrivé à ce moment-là. But there's other ways you can see our identity in the cloth. For example, in my work, I use cloth that is very, the prints are very geometric. And that's very intentional for me because I see it as a way to express my identity as a modern African. I live in Kenya, and that's where I've grown up and I've stayed all my life. But I'm a global citizen. I'm on Facebook, I'm on Twitter. I watch the news, the international news. And so the things that feed into who I identify as are more than just my immediate African environment. And so I wanted to use this very historic, traditional cloth, but take it in a very modern print to bring together my two worlds and kind of fully show my identity as a global African citizen. Donc on peut aussi y avoir une relation très individuelle, une signification individuelle. Par exemple, moi, mes motifs sont plus rectangulaires, plus carrés, donc en fait, de façon générale, très moderne, et je me considère comme quelqu'un de moderne en venant du Kenya. Donc ce tissu m'a permis de mêler à la fois une célébration de ma culture, tout en me mettant en rupture par rapport à cette culture, comme femme moderne africaine. C'est intéressant parce que finalement, ce tissu, j'ai l'impression qu'en vous écoutant, il résume beaucoup de choses qu'on a évoquées tout au long de la journée. Sur la question aussi de l'incarnation, de comment on raconte l'histoire. On voit bien que l'histoire du wax, elle est différente d'un point de vue africain et d'un point de vue européen. On n'a pas le même récit. On n'a pas la même mythologie autour de ce tissu. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, généralement, les tissus, il n'y a quand même pas beaucoup de débats autour. C'est pas très controversé comme sujet. Et là, on voit bien qu'à travers un seul et même objet, on n'a pas les mêmes récits et on n'a pas le même rapport à ce tissu. Et c'est pour ça que je voulais conclure aussi cette journée avec vous, pour montrer que finalement, quelque chose qui peut paraître totalement anodin, eh bien, il est empreint de ce métissage et il est aussi empreint de tous ces récits qu'on peut avoir, ces récits de transmission, ces récits de mouvement à travers cette incarnation d'un banal tissu, si on peut dire. Je souhaiterais aussi évoquer une dimension avec vous, cette dimension d'un tissu féminin, l'univers féminin. Thandiwe, vous l'avez beaucoup dit, répété, il y a la question de cet empowerment féminin, cette puissance féminine associée au tissu. Est-ce que, Justine, vous avez aussi ce rapport-là, finalement ? Avec le tissu ? Oui. Est-ce que c'est un tissu féminin ? Alors, il est clair qu'on parle de matrimoine, parfois même de matriarcat dans certaines familles où ce sont les femmes qui décident de tout, et on sait que les femmes ont un rôle important dans le wax parce qu'il est question donc de transmission, de mère en fille, etc. Quand j'ai réalisé les interviews pour la bande dessinée, ce qui revenait le plus souvent, c'était c'est ma mère, c'est ma grand-mère, ce sont mes tantes, ça me rappelle ça. Donc on voit vraiment que c'est très associé à elle. Dans la bande dessinée,
je fais acheter du wax par le père. C'est le personnage du père qui achète du wax et c'est le personnage du père qui donne des wax à sa fille. Ce qui étonne d'ailleurs une vendeuse de wax. Il y a une petite scène à Kinshasa qui dit un homme qui achète du wax et voilà, on en comprend un peu plus sur la personnalité de ce père qui est éloigné de sa fille mais qui essaye de lui dire des choses. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai pas grandi entourée de femmes qui portaient du wax. Et même en Guinée, dans ma famille en tout cas, peu musulmane, le wax a un peu moins de succès. Donc on est plus porté sur d'autres types de tissus. Il y a vraiment une sorte de géographie des goûts. Et c'est plurifactoriel. Il n'y a pas que les goûts qui interviennent, il y a aussi la religion, voilà, la culture, il y a plein de choses. Donc voilà, ici, moi j'ai personnellement pris un peu le contre-pied avec le personnage du papa. Pour terminer, j'aimerais vous poser la même question. On tourne depuis ce matin sur ce sujet des migrations. Tout simplement, pour vous, qu'est-ce que signifie ce mot de migration ? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Tandy, oui. Ah, vaste question. To me, migration means the exchange of ideas, ways of living, of people in its most basic form. But with people comes so much more that you can gift to the communities you migrate to, and you can receive from the communities you go to. I think in regards to wax, it's a record for me of how migration allowed us to take control of how we present ourselves as Africans. Because this cloth wasn't ours, but we liked it so much, we made it ours. And if you ask any African, they'll tell you wax is theirs. Donc pour moi, essentiellement, le mot migration m'évoque l'échange d'idées, mais aussi d'humains, le mouvement d'humains qui vont échanger. Et on gagne beaucoup du dialogue entre ces humains. Et dans ce cadre-là, le wax devient une archive de ces rapports, mais aussi montre que la migration permet aux Africains de s'approprier quelque chose qui n'est pas le leur et de décider de la façon dont ils vont se présenter au monde. I think to add on to that, it's communities can't evolve with a bit of exchange, and there's an important place for migration because it brings in new ideas, new questions, new ways of living, and that allows communities to evolve and modernize and remain relevant, you know, for posterity. And so it's a very important thing. And textiles, and not just the wax textile, but many others, the kanga, there's many others that are records of this exchange of ideas, of events, global events, of ways of perceiving the world that add a richness to a culture. Donc je pense qu'il est impossible d'avancer sans échange et sans migration d'un point de vue de l'humanité. Et ces tissus montrent d'ailleurs tous ces événements qui positionnent le tissu comme une archive de ces rencontres et qui montrent l'enrichissement que permettent ces rencontres et qu'elles sont aussi nécessaires à l'évolution de nos cultures. Justine C'est bien parce qu'on a quand même eu des discours parfois assez négatifs aujourd'hui, ou en tout cas un peu durs par rapport aux migrations. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir un discours extrêmement spontané et positif sur les migrations, c'est l'échange. Voilà, donc merci Tandy pour ça. Justine. Moi, c'est probablement parce que je suis journaliste, mais j'ai d'abord pensé à la question du langage, du terme migration. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle de migrants à la place d'exilés, à la place de réfugiés, à la place de candidats à l'asile. Tout ça est très confus dans la presse. Et dans l'Expo Wax, on parle d'appropriation et de réappropriation. Vous parlez de réappropriation. Je pense que le terme de migration est un terme que l'on doit se réapproprier parce qu'il y a eu un travail quelque part de sape qui a été fait par les médias de façon volontaire ou involontaire. C'est-à-dire qu'on voit que quand on parle, disons, des migrants, donc vous voyez,
qui je veux parler quand on entend dans la presse les migrants. Bon, voilà, ce terme qui aujourd'hui ne veut plus rien dire tellement il est utilisé à tort et à travers. On cherche à objectiver un phénomène et par exemple on va donner des chiffres et c'est important, il faut parler des faits bien sûr, on va donner des chiffres sur le nombre de personnes qui sont décédées en traversant la Méditerranée ou bien le nombre de personnes qui ont demandé l'asile sur tel territoire, etc. Et ce faisant, on parle d'une masse, on utilise des termes de type vague migratoire avec cette idée de potentielle submersion qui nous effraie tous. Et ce faisant, on parle en fait de groupes de personnes sans visage, sans histoire. On n'est plus du tout dans la particularité, alors que bien sûr qu'il s'agit à chaque fois d'un cas particulier, d'un être humain avec une histoire, d'une personne qui est ancrée dans une famille, avec une langue, avec une culture, des racines qui ont été... Ça a dû être terrible de quitter tout ça. Et donc, on voit que ce traitement médiatique, je pense, nous fait, nous, percevoir les migrations d'une manière vraiment très particulière. Donc, je pense que déjà, il y a un travail personnel à faire. Ok, je vais me réapproprier ce mot. Je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, moi, en tant que personne métissée, les migrations, ça m'évoque la curiosité, parce que donc, certaines personnes, quand elles sont mises devant quelqu'un qui vient de très loin, vont ressentir de la peur. Bon, voilà, chacun sa personnalité. Et puis d'autres vont ressentir de la curiosité. D'autres vont développer, je ne sais pas, une amitié. D'autres vont tomber amoureux. Et heureusement que ça arrive, parce que sinon je ne serais pas là devant vous à vous parler. Ça m'évoque aussi la potentialité de fraternité entre les peuples, en fait, parce qu'il faut quand même bien se parler, il faut se voir, il faut vivre ensemble, il faut se côtoyer pour ça, sinon c'est pas possible en fait de fraterniser. Donc je suis assez optimiste, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que parfois on a plus en commun avec quelqu'un qui vient de très loin qu'avec son voisin qu'on ne peut plus supporter. Donc il faut rester ouvert à ça. Et voilà. Et puis pour faire le lien avec le wax, parce que vous nous demandiez aussi finalement quel lien on pouvait faire avec le wax. Dans le cas de la BD, j'ai rencontré la coordinatrice de la section design textile de la Cambre, et elle m'a dit le tissu, ce n'est que du voyage. Et au départ, je ne voyais pas très bien ce qu'elle voulait dire. Et puis quand j'ai effectué mes recherches, j'ai compris, elle a raison. Il y a un moment donné, ce genre d'objet mène sa vie et on ne sait plus l'arrêter. Et il se retrouve partout et chacun s'en empare et chacun a un point de vue là-dessus. Et puis il faut l'accepter. Et comme Thandiwe le dit, elle perçoit ce tissu d'une certaine manière. En Afrique de l'Ouest, ça va être différent. En Europe, ça va être encore différent. Et tout ça fait la richesse du tissu. Merci beaucoup. Je trouve ça très agréable de pouvoir conclure cette journée de colloque avec ces notes extrêmement positives, ces visions positives des migrations. Donc merci à vous. Je rappelle que juste après, vous êtes en dédicace dans la librairie du musée pour signer vos ouvrages respectifs. Je tenais à remercier pour conclure ce colloque l'ensemble des intervenants. Ils ont été nombreux, donc je ne vais pas les lister, mais merci à eux d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui au Musée de l'Homme dans le cadre de ce colloque. Je remercie également très chaleureusement mes partenaires, le groupe de recherche Achac, ils arrivent, Pascal Blanchard, Yvan Gastaud, avec qui nous avons organisé cette journée. Mais également, également les équipes de l'Achac, mais pour la traduction, merci beaucoup parce que ce n'est pas évident, c'est un exercice difficile. Coralie Dupinet aussi pour toute l'organisation, un grand merci, et le reste des équipes, je ne peux pas nommer tout le monde. Également un grand merci à mes équipes au Musée de l'Homme parce qu'elles ont été extrêmement investies.
Merci à Marine Béliard qui se cache au fond. Voilà, merci à Emilia Riquet parce qu'effectivement, nous, on est très visibles, n'est-ce pas, messieurs? Mais il y a aussi toutes ces personnes qui travaillent avec nous et qui rendent possible des journées comme ça, qui sont complexes à organiser, on peut le dire, mais on est très contents. Surtout, merci à ceux qui ont tenu toute la journée, parce qu'il y en a, donc bravo. Bravo. Merci. Et... Moi, je suis ravie que le Musée de l'Homme puisse accueillir ce type de débat. On en fera d'autres.